Bonjour à toutes et à tous. C'est une nouvelle année, donc je vous souhaite qu'elle soit la meilleure possible, même si nous vivons des temps un petit peu difficiles. Alors, nous continuons la quatrième République et j'ai appelé cette partie que nous allons traiter aujourd'hui l'impossible renouveau. Vous allez comprendre pourquoi il s'agit d'un impossible renouveau. D'abord, je voudrais vous rappeler que Pierre Mendès France a été renversé le 5 février 1955. Il a été renversé après un débat sur l'Afrique du Nord par 319 voix contre lui pour 273 voix et 22 abstentions. Qui a voté contre lui? Il s'agit de la droite, des modérés, des communistes et de quelques républicains sociaux et radicaux. Les républicains sociaux étant le nom des gaullistes lorsque De Gaulle a mis en suspens le RPF. Pierre Mendès France dira donc en conclusion de cet épisode, les hommes passent, les nécessités restent. Et effectivement, nous allons nous rendre compte que les nécessités restent, en tout cas, les enjeux restent. Donc, Pierre Mendès France a été renversé. Et cela permet à l'Assemblée nationale de revenir aux délices des jeux parlementaires. Délices des jeux parlementaires, bon, c'est un petit peu ironique, mais je crois que ça correspond quand même à une réalité. Le président du Conseil, c'est un autre radical. Je dis un autre parce que Pierre Mendès France était au Parti radical et que Edgar Faure, que voici, qui lui succède, est aussi un radical. Autrement dit, Pierre Mendès France a été renversé, mais c'est malgré tout un radical qui lui succède, en la personne d'Edgar Faure. On imagine un petit peu les inimitiés qui peuvent exister entre celui qui part et celui qui arrive, parce que Edgar Faure, évidemment, il veut être président du Conseil. Donc il est investi par 369 voix contre 210, donc une majorité assez large. C'est une formule du juste milieu qui prend des aspects d'union nationale. On pourrait même dire que c'est une formule du juste milieu déguisée en union nationale, car ce n'est pas une union nationale, puisque certes tous les partis ne participent pas au gouvernement. Mais alors voici Edgar Faure toujours avec sa célèbre pipe, dont c'était un grand fumeur de pipe. Le voici. Il a un petit peu vieilli par rapport à la photo précédente. Edgar Faure donc. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pendant cette période, les Français veulent absorber l'expansion et la modernisation du pays. Donc la France est en train de changer. La France est en train de connaître une croissance, et vous allez le voir, une croissance forte. Les symboles de cette croissance, par exemple, vous avez le barrage de Donzère-Mondragon. Le barrage de Donzère-Mondragon, il est sur le Rhône. Vous voyez en bleu foncé le parcours du Rhône, donc de la source presque en passant par Lyon jusqu'à la Méditerranée. Mais vous voyez en bleu pâle des canaux de dérivation. Mais quand je dis des canaux de dérivation, ce sont de grands canaux parce qu'il faut continuer à assurer la navigation sur le Rhône. Et sur le Rhône naviguent de grosses péniches avec un tirant d'eau important. Donc vous voyez que parmi ces divers canaux de dérivation, au nord d'Avignon, vous avez la dérivation de Donzère-Mondragon. Alors voici à quoi ressemble Donzère-Mondragon. Voici la construction de Donzère-Mondragon pendant ces années-là. Donc vous voyez, on utilise le béton armé et ces ouvriers sont en train de faire toute cette armature en ferraille pour le béton armé. Alors voici le barrage achevé. C'est un barrage au fil de l'eau. Mais vous voyez au fond de la photo un canal qui n'alimente pas à proprement parler le barrage. Le barrage est destiné à produire de l'hydroélectricité, bien entendu, mais sans entraver la navigation sur le Rhône. Et vous voyez que ce canal où il y a deux péniches se rétrécit et qu'il y a un étroit passage par où vont passer ces péniches et vont donc passer d'un certain niveau de l'eau jusqu'à un autre niveau, mais ce n'est pas une chute, ce n'est pas une chute à haute montagne, c'est un barrage au fil de l'eau. Voici cette écluse. Vous voyez, c'est relativement impressionnant.
Bon, là, les bateaux sont tout à fait au fond. On ouvre les vannes lentement pour que l'eau, peu à peu, mette les péniches au niveau de la partie du canal qui se trouve donc de part et d'autre. Alors, venons-en à cette période que j'ai caractérisée par l'impossible renouveau. D'abord, il est toujours question de décolonisation. La décolonisation, les deux pays qui sont concernés très directement, c'est la Tunisie et c'est le Maroc. Quand je dis pays, ce sont des protectorats, ce ne sont pas des colonies, vous le savez au sens propre du mot, ce sont des protectorats, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui existe dans ces pays qui est théoriquement protégé par la France. Et que veulent ces pays? Eh bien, ils aspirent à devenir indépendants. Donc décolonisation, mais apparaît également le problème algérien, dont nous allons parler, et nous allons parler longuement, et également faire un petit peu le point sur la politique interne qui est appliquée à ce moment-là. Donc d'abord, commençons par les sujets conflictuels, et la Tunisie et le Maroc, sujets conflictuels qui seront résolus. Après le discours de Carthage de Pierre Mendès France qui envisageait la marche à l'indépendance de la Tunisie, eh bien, les indépendantistes qui sont organisés dans le Néo-Destour, sous la houlette de Habib Bourguiba, se heurtent à l'hostilité des Français qui sont implantés en Tunisie et de nombreux fonctionnaires qui n'envisagent absolument pas que la Tunisie devienne un pays indépendant. Mais du côté du Néo-Destour, il y a également des oppositions internes entre des maximalistes, c'est-à-dire qui veulent l'indépendance, en exagérant un peu, je dirais tout de suite, en tout cas le plus tôt possible, et les diplomates qui sont prêts à négocier et qui sont prêts à comprendre qu'il faut peut-être des délais pour accéder à l'indépendance. En tout cas, le processus se met en marche et ce qu'on appelle les fellagas. Alors les fellagas, ne nous y trompons pas, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est le nom que l'on donne en Afrique du Nord à ceux qui sont dans les maquis et qui combattent pour obtenir l'indépendance puisqu'on ne veut pas la leur accorder. Sauf qu'en Tunisie, Pierre Mendès France a déjà envisagé la marche vers l'indépendance. Mais cette indépendance traîne les pieds, et pour les raisons que j'ai indiquées. Et les fellagas qui existaient dans les maquis décident, dans le processus qui va vers l'indépendance, de rendre les armes. Donc voici un détachement qui rend les armes. Ils rendent les armes le 22 novembre 1954. Mais les véritables négociations ne commencent qu'en janvier 1955. Et le processus vers l'indépendance est relativement lent. D'abord, il y a déjà eu l'autonomie interne, en juillet 1954, autonomie interne, mais qui était déjà pratiquement la situation théorique du protectorat, puisque il y avait un gouvernement qui dépendait du bey de Tunis. Donc cette autonomie interne est confirmée par des accords de juin 1955. Donc on est dans une marche relativement lente. L'indépendance ne sera proclamée qu'en 1956 par des accords qui seront signés le 20 mars 1956. Et au terme de ce processus, on prévoit qu'il y aura des élections. Alors voici le leader du Néo-Destour, qui est Habib Bourguiba. Le voici au cours d'un meeting, il s'adresse donc aux Tunisiens. Nous sommes en 1952, donc ça précède la période où on signe les accords d'indépendance. Et donc, finalement, en 1956, l'indépendance est proclamée, il y a des élections, Habib Bourguiba est le leader du Néo-Destour, et vous avez ici, vous voyez, des slogans, à bas les privilèges. Les privilèges visent bien entendu les Européens qui sont implantés en Tunisie, et le pouvoir aux Tunisiens. Le pouvoir aux Tunisiens, c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent plus d'une puissance de tutelle, qu'était la France
en fait. Et la monarchie, puisque la Tunisie était une monarchie, qui dépendait théoriquement, mais de façon très lointaine, qui avait dépendu plus exactement de façon très lointaine de l'Empire ottoman, mais qui était un protectorat qui dépendait de la France à ce moment-là. Donc voici Habib Bourguiba qui revient. Nous sommes en 1956. C'est au moment de l'indépendance. Le voici, qui a débarqué donc et qui parcourt donc la ville à cheval sur un pur sang arabe. Donc, vous voyez, il salue, donc il est dans la tradition, je dirais, de ces cavaliers du désert, de ces bédouins, et de la tradition équestre grâce au cheval arabe, pur sang arabe. Napoléon disait que c'était le meilleur cheval du monde. D'ailleurs, on le voit souvent, Napoléon, dans des peintures chevauchant un cheval de pur sang arabe. Le voici toujours Habib Bourguiba qui salue cette nouvelle armée tunisienne qui a été créée, bien entendu, puisque la Tunisie est devenue un pays indépendant, ce qui ne veut pas dire que les Français sont tous partis, parce que les Français ont toujours une base à Bizerte. Et donc il y aura des négociations pour savoir quand les Français quitteront leur base de Bizerte. Et voici une photo qui est très intéressante. Regardez, vous avez sur la droite Habib Bourguiba qui lève la tête, l'air fier, altier, et qui regarde un homme qui se trouve au centre de la photo, qui fait grise mine. Cet homme, c'est Tahar Ben Ammar. C'est celui qui dirigeait le Néo-Destour. Donc le Néo-Destour maintenant est dirigé par Habib Bourguiba, et regardez les personnages qui entourent Ben Ammar. Donc ces personnages, vous les voyez, ils ont tous les yeux rivés vers Bourguiba. Celui qui est derrière Ben Ammar, vous le voyez, il regarde Bourguiba, et les trois qui sont sur la gauche de la photo regardent également Bourguiba. Et Bourguiba, bien sûr, c'est le triomphateur. Il devient président de la République de Tunisie. Donc, la Tunisie est devenue indépendante. Alors, voici des Tunisiens qui présentent des papiers tunisiens, et pas des papiers établis par les autorités françaises ou sous la houlette des autorités françaises. Mais cela va avoir un effet d'entraînement au Maroc. Puisque la Tunisie est devenue indépendante, pourquoi le sultan du Maroc est-il déporté d'abord en Corse, puis ensuite à Madagascar? Les Arabes et les Kabyles qui vivent au Maroc souhaitent son retour. Donc, protectorat sous le contrôle de la France. Protectorat sous le contrôle de la police française. Et les nationalistes marocains sont arrêtés. Il y a eu des attentats, dont certains sont arrêtés, mais pour les faire parler, s'ils sont au courant de certain nombre de choses, on n'hésite pas à utiliser la méthode relativement musclée. Alors, à l'époque, on ne parle pas trop de torture, mais on parle plutôt de sévices. Sévices, mais où est la limite entre les sévices et la torture? Donc voici une photo qui a été prise donc au Maroc à ce moment-là. Et il faut noter l'importance du lobby colonial. Le lobby colonial est particulièrement important et a un poids relativement important au Maroc. Mais la bourrasque vient d'Algérie. Que se passe-t-il en Algérie? Eh bien, en Algérie, vous savez que le 8 mai 1945, il y avait eu la révolte de Sétif, qui avait été durement réprimée. Après la révolte de Sétif, du 8 mai 1945, il y avait eu une période de calme plat, c'est-à-dire que la répression avait été telle que l'Algérie n'avait plus bougé. L'Algérie, quand je dis l'Algérie, je parle des populations autochtones, bien entendu. Or, le 1er novembre 1954, c'est le jour de la Toussaint, et on va appeler cette journée la Toussaint rouge. Pourquoi? Parce qu'à travers le territoire algérien,
il y a 70 attentats en 30 points différents, mais surtout en Kabylie, c'est-à-dire Kabylie et la région de Constantine. Et donc là, il y a 8 morts qui sont victimes de ces attentats. Ces attentats ont été chapeautés, dirigés par un comité révolutionnaire d'unité et d'action, c'est-à-dire le CRUA, C-R-U-A, Comité révolutionnaire d'unité et d'action. Et ce qui va surtout frapper l'opinion publique métropolitaine, c'est le sort d'un jeune instituteur qui allait rejoindre son poste, qui voulait apprendre à lire et à écrire aux petits Algériens, qui considérait que l'instruction est un moyen de libération individuelle, bien entendu. Et cet instituteur, alors voici les journaux de l'époque, France Soir, brusque flamme terroriste en Algérie, une trentaine d'attentats, bombes et incendies ont été commis. Un autre titre, Le Parisien libéré, 30 attentats ont fait 8 morts et plusieurs blessés. Donc voici la façon dont c'est retraduit par la presse, disons, à sensation. C'est bien sûr une gravure, c'est totalement imaginaire, hein, mais les attentats, eux, ne sont pas imaginaires, et en particulier, on fait appel à la troupe très rapidement. Voici un engin blindé dans une rue d'une ville algérienne, avec ce slogan « Un seul héros, le peuple ». Bon, mais qui sont les membres de ce CRUA? On n'en sait rien pour l'instant. Et parmi les victimes, je disais, il y a un jeune instituteur qui s'appelle Guy Monnereau. Donc il allait rejoindre son poste et il a pris le car et il est assassiné à ce moment-là. Donc, grosse émotion en France, mais il faut croire que l'émotion ne dure qu'un instant, c'est-à-dire quelques jours, et puis les choses s'effacent. Mais le gouvernement, dès le lendemain, c'est le gouvernement de Pierre Mendès France, qui a accepté que la Tunisie et le Maroc entreprennent le chemin qui conduit à l'indépendance. Donc le gouvernement Pierre Mendès France va décider d'envoyer des renforts. Les renforts, ce sont des CRS et ce sont des parachutistes. Il s'agit d'assurer la paix intérieure, car l'Algérie, c'est la France, je vais y revenir dans un instant. L'indépendance, donc, va être rapidement... Pardon, l'indépendance en Tunisie et au Maroc va être rapidement reconnue, mais les autorités françaises en Algérie n'ont rien. Ils ne savent pas quels sont ces gens qui sont à l'origine des attentats. Et ils connaissent en revanche le MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Le MTLD, ce qui est dirigé par Messali Hadj. Donc les militants du MTLD sont connus, ils sont fichés, la police les surveille. Donc, il faut bien arrêter quelqu'un, il faut bien faire quelque chose. Bien sûr, on envoie des renforts, mais on va poursuivre ces militants, qui sont des militants qui sont favorables à l'indépendance, mais qui n'ont pas, eux, commis ces attentats, puisque les attentats, c'est le CRUA, nous allons voir dans un instant de qui il s'agit. Et le gouvernement, effectivement, déclare que l'Algérie, c'est la France. Et le ministre de l'Intérieur ajoute « Des Flandres au Congo, il y a la loi, une seule nation, un seul parlement. C'est la Constitution et c'est notre volonté. » C'est le ministre de l'Intérieur qui parle. Ce ministre de l'Intérieur s'appelle François Mitterrand, que vous connaissez bien entendu. Mais à l'époque, tout le monde était pour l'Algérie, c'est la France. Ça peut paraître aujourd'hui étonnant, mais c'était ce que pensaient les Français, sauf quelques rares personnes militant d'extrême gauche plutôt que du Parti communiste, à la gauche du Parti communiste. Donc c'était vraiment tout à fait symbolique et tout à fait accessoire même. Donc l'Algérie c'est la France.
Et au nom de cela, de novembre 1954, c'est-à-dire de la Toussaint Rouge jusqu'à janvier 1955, le gouvernement envoie des renforts militaires. Et les forces militaires qui sont en Algérie passent de 57 000 hommes en l'espace de 3 mois, passent de 57 000 hommes à 83 000. Donc, c'est quelque chose d'important, cette progression des effectifs militaires. Et cela s'accompagne de 2000 arrestations, c'est-à-dire ceux qui étaient suspectés d'eux. Mais en même temps, le gouvernement sait très bien, et le gouvernement c'est Pierre Mendès France, sait très bien qu'il faut aussi faire des réformes en Algérie, que la situation ne peut pas rester figée. Et on parle de la réforme du statut de 1947. Alors de quoi s'agit-il? Le statut de 1947 prévoyait les modalités du vote en Algérie. Il y avait 2 collèges. Le premier collège était constitué par les Européens, tous les Européens, de citoyenneté française bien entendu, et quelques dizaines de milliers de statuts locaux, c'est-à-dire des musulmans qui, pour des raisons diverses, parce que c'était entre guillemets des évolués, parce qu'ils étaient de culture française, parce qu'ils étaient dans l'administration française, parce qu'ils collaboraient avec l'administration française. Donc, toutes ces personnes de droit local vont faire partie du premier collège, donc voteront avec les Européens. Et puis, il y a un second collège. Le second collège, ce sont tous les autres hommes musulmans, de droit musulman, donc qui ne relèvent pas de la citoyenneté française pleine et entière, comme le premier collège. En même temps, comme on veut faire des réformes, le gouvernement choisit un résident général qui est un homme de très grande qualité, qui est un libéral, qui est un anthropologue, qui est célèbre parce qu'il a particulièrement étudié l'Amérique latine, c'est Jacques Soustelle. Jacques Soustelle, donc, qui devient résident général. C'est un libéral. Retenons bien cela. Entre-temps, le Maroc est devenu indépendant, donc l'indépendance du Maroc. L'orage de juin 1955 au Maroc, on parle du Maroc, alors là, il y a 800 attentats qui se déroulent en juin 1955 au Maroc. Pourquoi? Parce que le sultan est toujours éloigné du Maroc. Il est à Madagascar. Alors bien sûr, il n'a pas la vie d'un déporté, mais le terme qu'on utilise habituellement, c'est le terme de déportation, parce qu'il n'a pas choisi d'aller à Madagascar. Ce sont les autorités françaises qui décident qu'il est assigné à résidence à Madagascar, c'est-à-dire très loin du Maroc, bien entendu. Mais le gouvernement décide aussi, alors là, nous sommes sous le gouvernement de Guy Mollet, mais peu importe, le gouvernement décide de nommer à la résidence générale au Maroc Gilbert Grandval. Gilbert Grandval, le 20 juin 1955. Gilbert Grandval est un homme d'autorité. Grandval, comment ça se prononce? C'est un homme d'autorité. C'est un homme d'autorité et il va boycotter le Glaoui. Le Glaoui, vous vous souvenez, c'était un chef religieux qui avait été opposé au sultan du Maroc. Il décide également de suspendre un certain nombre de fonctionnaires qui n'obéissent pas aux ordres. Les fonctionnaires sont censés obéir aux ordres du gouvernement, sont censés appliquer les directives du gouvernement. Or, certains, je dirais, manifestent un esprit d'indépendance qui n'est pas très républicain. Donc, ils sont suspendus. Il décide également d'expulser les agitateurs de Présence française. C'était une organisation qui défendait, je dirais, le lobby colonial. C'est-à-dire qu'il fallait que la France reste au Maroc. Présence française, ça dit bien ce que ça veut dire. Et alors que cela avait toujours échoué jusqu'à maintenant, il décide d'épurer la police. La police qui avait une
tendance assez affirmée à tirer lorsqu'il y avait des manifestations sur les Marocains, en s'abstenant de tirer sur les Européens. Donc tout cela fait que la tension est extrême et tout cela fait que le sultan va être rappelé. Il s'agit pour les autorités françaises de ramener le calme. Or, il se trouve que, alors qu'on approche du premier anniversaire de la déportation du sultan du Maroc à Madagascar, le bled c'est la campagne. Ce sont les agriculteurs, les paysans du Maroc qui s'enflamment et qui se prononcent pour le sultan, pour le retour du sultan. Nous sommes le 20 août 1955. Et le Glaoui va faire allégeance au sultan dans les semaines qui suivent. Et finalement, le 6 novembre 1955, le gouvernement et le sultan du Maroc, qui a été rappelé, vont faire une déclaration commune. Alors c'est une déclaration, alors là c'est Edgar Faure qui est au gouvernement, c'est une déclaration à laquelle on ne comprend pas grand-chose. Voici l'expression la plus célèbre de cette déclaration. Le Maroc doit vivre dans l'indépendance, dans l'interdépendance. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? L'avantage de ces formules confuses ou brumeuses, c'est que chacun y trouve ce qu'il veut. L'indépendance, bravo, le sultan du Maroc est satisfait, la France accepte l'indépendance, mais dans l'interdépendance. Mais est-ce qu'une indépendance dans l'interdépendance est vraiment une indépendance? Point d'interrogation. Pas vraiment. Donc le sultan il revient le 16 novembre 1955. Le voici. Donc le voici qui descend de l'avion. Vous voyez qu'il est habillé de façon traditionnelle. Donc c'est le chef religieux aussi, le chef religieux du Maroc. Et c'est le souverain du Maroc, et il prend le nom de Mohamed V, donc le roi Mohamed, le roi du Maroc, Mohamed V. Et l'indépendance est finalement reconnue tout à fait officiellement le 2 mars 1956. Et cette fois, c'est le gouvernement Guy Mollet qui reconnaît cette indépendance, sachant que Pierre Mendès France est ministre d'État dans ce gouvernement. Donc, voici le sultan du Maroc qui descend. Vous voyez qu'il y a sa famille qui le suit. Il y a également le pilote de l'avion en uniforme. Il parcourt la ville, un détachement qui lui rend les armes, vous le voyez, toujours avec sa djellaba. La foule des Marocains qui est là, voici une photo qui a été prise dans une des rues du Maroc, à Rabat. Et voici encore Mohamed V, avec son fils qui lui succédera et qui sera le roi Hassan II, dont le père et le fils. Le Maroc est devenu indépendant. L'un habillé de façon traditionnelle, l'autre à l'européenne. Alors voilà, si vous voulez, l'évolution, pour l'instant, de la Tunisie, du Maroc, devenu indépendant. Alors, Gilbert Grandval dont j'ai parlé tout à l'heure, El Glaoui dont j'ai parlé aussi. Mais petit 2, la Tunisie et le Maroc entrent à l'ONU. Ce sont des États indépendants. Donc, ils ont tout à fait vocation à rentrer à l'Organisation des Nations Unies. Et non seulement ces deux nouveaux États entrent à l'ONU, mais ils y rentrent avec le patronage de la France, dont la France présente leur candidature, qui est une formalité, bon, mais la France présente leur candidature, et la France va mener avec ces deux États une politique de coopération. Donc, c'est peut-être ce que voulait dire indépendance dans l'interdépendance. Enfin, je n'en suis pas tout à fait sûr. Il faudrait demander à Edgar Faure ce qu'il entendait par là exactement. En France, que se passe-t-il? Eh bien, en France, nous sommes dans une veillée d'armes, parce que on ne le sait pas encore en France, les députés ne le savent pas non plus, mais on est à la veille d'élections absolument essentielles. Et deux forces nouvelles apparaissent. Je dis nouvelles. Nous verrons les autres forces qui existent. Mais pour l'instant, les forces nouvelles, c'est d'abord le mendésisme et d'autre part le poujadisme. Alors commençons par le mendésisme.
Le mendésisme est porteur de la modernité. C'est ainsi que les Français voient, je dirais, ces idées qui se rassemblent autour de la personne de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France est vice-président du Parti radical. Et le président du Parti radical étant Édouard Herriot, personnage très connu, respecté, qui a fait partie de multiples gouvernements sous la Troisième République, et qui soutient Pierre Mendès France. Alors, les partisans de Pierre Mendès France se caractérisent par leur enthousiasme et par leur jeunesse. Vous le savez déjà, il y a d'abord un hebdomadaire qui devient à certains moments quotidien, dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber, cet hebdomadaire étant l'Express. Mais l'air du temps autour du mendésisme, comment peut-on le caractériser? Eh bien, le mendésisme et ses partisans, c'est l'aspiration à un État moderne. Bon, moderne, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre que la France entre dans la modernité, c'est-à-dire que la France entre dans une période de croissance extrêmement forte, comme on n'en a jamais revu depuis. Et aspiration à un État moderne est juste. Bon, bien sûr, c'est toujours mieux. Et il y a également, comme idée force du mendésisme, le respect de la démocratie gouvernante, c'est-à-dire que le respect du pouvoir exécutif, le respect du gouvernement, avec un renforcement de ce pouvoir exécutif, puisque vous savez que un des reproches que De Gaulle fera à la 4ème République, c'est d'avoir un exécutif très faible. Donc, il faut renforcer l'exécutif. Pierre Mendès France est également de cet avis. Il y a également une autre idée force dans cette période-là, nous allons voir qu'elle va jouer un rôle important, c'est le refus du communisme. Je vous rappelle que Pierre Mendès France avait défalqué, avait enlevé les votes des communistes à l'Assemblée nationale au moment du vote d'investiture, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compté leur voix. Il avait eu la majorité sans les voix des communistes. Et également, et cela ne vous étonnera pas, c'est le soutien à la lutte des peuples colonisés. Et vous allez me dire, oui, mais la forte contradiction. Le gouvernement Pierre Mendès France et son ministre de l'Intérieur, qui s'appelle François Mitterrand, disent l'Algérie c'est la France. Bien sûr, c'est une de ces contradictions du mendésisme. Mais en même temps, il est favorable à la coopération internationale. Bref, l'homme qui doit représenter le mendésisme, c'est Pierre Mendès France. Et donc, c'est celui qui est poussé vers le pouvoir, c'est-à-dire vers la présidence du Conseil. Mais il a des adversaires. Les adversaires, quels sont-ils? Ce sont les partisans de la France d'antan, la France d'autrefois, la France des grands-parents. C'était mieux avant. Enfin, je ne sais pas si c'était mieux avant, je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, c'est cette idée de la France d'avant. Et la France d'avant, c'était une France puissante. C'était une France qui avait remporté la Première Guerre mondiale. C'était une France qui a un empire. Pardon, pas un empire, il faut dire une Union française. Mais les défenseurs de l'empire, c'est le MRP, Mouvement des Républicains Populaires, qui vont peu à peu connaître une dérive vers la droite, très nette, et vers l'Algérie française, en dernière analyse. Et donc, il y a également les partisans de l'Algérie française qui sont opposés à Pierre Mendès France. Il y a également qui traînent par là quelques relents antisémites, car Mendès France est juif. Alors, quel est le rôle que va jouer l'antisémitisme dans l'opposition à Pierre Mendès France? Point d'interrogation. Et puis, toutes ces personnes qui regrettent l'Empire et qui regrettent la France d'antan veulent conserver les avantages acquis. Et les avantages acquis, bien entendu, y compris dans les colonies. Mais on va progressivement vers des élections législatives. On va voir dans quelles conditions.
ces élections législatives qui auront lieu en 1956 et qui seront absolument cruciales, essentielles. L'autre grande force, c'est le poujadisme. Alors, le poujadisme, dont on a un petit peu parlé, est lié à la personne de Pierre Poujade, qui était papetier à Saint-Céré et qui avait du mal à trouver les clients pour faire tourner son entreprise, etc. Alors, le poujadisme, c'est un amalgame entre, je dirais, des oppositions différentes autour de ce que Pierre Poujade appelle la République du bon sens. De quoi s'agit-il? D'abord, ceux qui vont s'agglomérer au poujadisme, qui ne vont pas constituer les troupes essentielles du poujadisme, mais qui seront là parfois. Alors, il y a des communistes. Je ne dis pas les communistes, je dis bien des communistes. Des communistes qui sont sensibles à la colère populaire. Car les poujadistes sont des mécontents. Et donc, il y a une colère populaire qui s'exprime, et donc, certains communistes pensent qu'il faut suivre cette colère populaire. Il y a aussi des militants gaullistes, et je dis toujours des militants gaullistes, qui sont déçus par les parlementaires du RPF. Les parlementaires du RPF qui vont peu à peu abandonner le RPF pour devenir des républicains sociaux, et qui sont partisans, je dis des gaullistes, du RPF, pas les républicains sociaux. Ils sont gaullistes aussi, mais pas eux. Donc, ces militants gaullistes sont favorables à l'Algérie française. Et puis, un noyau dur du poujadisme qui naît de la croissance. C'est une révolte qui naît de la croissance. C'est peut-être un petit peu contradictoire, un petit peu étonnant, mais vous allez voir que ce n'est pas si étonnant que cela. D'abord, les partisans du poujadisme sont des personnes qui sont surtout dans les services et le commerce de détail. Services de détail, commerce de détail, à petits artisans. On a calculé qu'en 1940, ce sont des statistiques qui sont assez fiables, il y avait 100 000 boutiques, 100 000 à travers le pays, en 1940. En 1954, au moment où naît le poujadisme, il y a 1 300 000 petits établissements, boutiques, échoppes d'artisans, etc. 1 300 000 établissements au lieu de 100 000 en 1940. Et ces établissements emploient 2 240 000 personnes. Donc vous voyez que les troupes du poujadisme sont relativement importantes. Et sur ces 2 240 000 personnes, il y a 1 250 000 salariés. Les autres étant des travailleurs indépendants, c'est entre guillemets l'épicier du coin. C'est entre guillemets le petit artisan de telle rue, etc. Alors, pour survivre, ils vendent cher. Ils vendent cher, mais ils peuvent vendre cher. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenus à flot par l'inflation. La France connaît toujours l'inflation, c'est-à-dire que la masse monétaire augmente, elle augmente toujours, et les prix augmentent avec la masse monétaire. Or, il se trouve que ces petits artisans, ces petits commerçants ont tendance à anticiper la hausse des salaires. On le sait que tout va augmenter. Donc, ces petits artisans, ces petits commerçants augmentent leurs prix en se disant qu'ensuite les salaires suivront. Et donc, grâce à cette augmentation des prix qu'ils anticipent, ils peuvent s'en tirer, ils peuvent être à flot. En même temps, ils rejettent l'impôt. Ils rejettent l'impôt qu'ils accusent d'être favorable aux gros au détriment des petits. Les gros, les petits, ce sont des termes tout à fait classiques du populisme, parce que le poujadisme est un populisme. Et lorsque les polyvalents du Trésor viennent faire des contrôles, chez ces petits artisans, chez ces petits commerçants, bien entendu, il faut qu'ils l'annoncent à l'avance, sinon les livres de compte ne seraient pas prêts pour qu'ils soient vérifiés. Eh bien, ils ont un comité d'accueil
d'une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, parfois 100 artisans, commerçants qui sont là pour les attendre et pour les traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux. Donc les contrôles se font, mais ils se font difficilement dans l'attention. Et puis enfin, il y a le développement des supermarchés. Alors entendons-nous, les grands magasins à succursales multiples sont nés sous le Second Empire. Mais ils étaient essentiellement dans les très grandes villes et ils n'avaient pas pris beaucoup d'ampleur. Or là, pendant cette période qui suit, je dirais, la Seconde Guerre mondiale, on commence à voir l'implantation des supermarchés. Et les supermarchés font de la concurrence à qui? Ils font de la concurrence à ces petits commerçants, à ces petits artisans. Donc ce sont des personnes qui se sentent menacées, qui sont en survie économique. Et donc ils se révoltent. C'est une révolte poujadiste, elle s'étend, mais elle n'est que passagère. Alors elle s'étend, quelle est la zone de diffusion du poujadisme? Eh bien c'est le sud, c'est le midi. C'est au sud d'une ligne qui court de Saint-Malo à Genève. Dans le sud, c'est le pays des poujadistes. C'est la région qui est la plus touchée par l'exode rural, parce que dans la région parisienne, il y a de grandes propriétés, il y a des fermiers qui emploient des méthodes capitalistiques, etc., ou capitalistes tout simplement. Donc, exode rural, et puis dans le sud, petits paysans, exode rural, et langueur des petites bourgades, souvent endormies. Et Poujade invoque les croquants. Les croquants, ce sont ceux qui s'étaient révoltés contre les impôts au XVIIe siècle. Je parle bien du XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de Richelieu et de Louis XIII, lorsque la France faisait la guerre aux Habsbourg d'Espagne et qu'il y avait eu un tour de vis fiscal où les impôts avaient été multipliés, le poids des impôts avait été multiplié par 4. Donc, il invoque les croquants, il invoque Vercingétorix, qui est un vaincu par les Romains. Il invoque les poilus de Verdun. Ah, les poilus de Verdun, eux, ont été vainqueurs. Et il évoque l'école primaire d'avant 1914. Ah, l'école primaire d'avant 1914, où il y avait les hussards de la République, où les maîtres apprenaient par cœur, souvent, les règles de grammaire que les élèves appliquaient. Mais attention, ce sont des images, parce qu'il y avait, comme aujourd'hui, des élèves brillants et des élèves qui avaient beaucoup de difficultés, bien entendu. Bref, ce sont tous les exclus et les rejetés de la croissance. Et ces exclus et ces rejetés de la croissance le disent de façon assez abrupte. Ils dénoncent les métèques des étrangers. Or, la France est devenue un pays d'immigration, puisqu'elle avait besoin de la main-d'œuvre européenne, étrangère et européenne, pour faire tourner son économie. Dénonce les métèques et les pédérastes. Donc, on n'est pas en 2020 ou 2021. On est en 1955. Et donc, voilà, il y avait un rejet très violent de ceux qui étaient homosexuels, qu'on appelait pédérastes. Et également, il y avait l'antisémitisme contre Pierre Mendès France, cette fois dirigé clairement contre Pierre Mendès France de la part de ses troupes du poujadisme. Il s'opposait également aux bradeurs de l'Empire, ceux qui voulaient renoncer à l'Empire, qui allaient abandonner l'Algérie comme ils ont abandonné la Tunisie et le Maroc. Et puis également, cela se teintait d'antiparlementarisme. Les députés, c'est là aussi quelque chose que nous avons connu très récemment. Le programme des poujadistes, il est vague. Ils veulent convoquer les États généraux. Ouh, ça sonne un petit peu révolutionnaire, puisque vous savez que la révolution a été, je dirais, annoncée par la réunion des États généraux en 1789. Donc on va convoquer des États généraux. On va donner la parole au peuple. Pierre Poujade organise une grande manifestation qu'il appelle la fraternité française, car tous les Français sont censés fraterniser, et il réunit à Paris, au Veldiv, le 24 janvier 1955, 100 000 provinciaux. Des provinciaux parce que le poujadisme est surtout structuré, organisé dans le sud de la France, dans le Midi, et touche beaucoup moins le nord. Donc ce sont des provinciaux qui vont au Veldiv. Mais
peu à peu, l'Algérie va éclipser tous les autres thèmes. Que se passe-t-il en Algérie? Alors les croquants dont je vous ai parlé, ce sont ceux qui s'opposent à l'impôt. Et petit 3, il y a l'état d'urgence en Algérie. Que se passe-t-il en Algérie? Eh bien en Algérie, on a commencé à transférer les pouvoirs civils aux militaires. Alors bien sûr, pour l'instant, on l'a fait dans les zones troublées. Il faut pouvoir agir rapidement, il faut pouvoir pourchasser les terroristes rapidement. Donc, il faut donner aux militaires les moyens d'agir. Mais ce faisant, on transfère les pouvoirs civils aux militaires, et lorsque les militaires agissent sans contrôle, ce n'est plus une république. C'est un régime différent. Donc les militaires, dans une république, vous savez que les militaires, c'est l'armée, c'est la grande muette, les militaires obéissent aux politiques. Ce sont les politiques qui ont le pouvoir de décision, parce que les politiques ont été élus, alors que les militaires n'ont pas été élus. Et une société ne marche pas comme une caserne de toute façon. Donc les pouvoirs civils sont peu à peu transférés aux militaires, mais en même temps, on remarque qu'il y a en Algérie une grande passivité de la population. Quand je parle de la population, c'est la population dans son ensemble, c'est-à-dire très majoritairement les Arabes et les Kabyles. Donc passivité de la population face à la détermination d'une organisation nouvelle qui apparaît et qu'on appelle le Front de Libération Nationale, le FLN, dont le CRUA va former le FLN. Le CRUA, c'est la première organisation qui annonce le FLN. Et le FLN va se lancer dans une guerre asymétrique. C'est-à-dire que le FLN n'a pas les moyens de s'opposer à l'armée française. Donc elle utilise l'arme qu'utilisent toujours les organisations les plus faibles face à un pouvoir militaire fort, c'est le terrorisme. Et donc, le cycle du terrorisme s'enclenche avec terrorisme d'une part et répression d'autre part. La répression incitant certains au terrorisme et le terrorisme provoquant la répression. Et c'est à ce moment-là que Jacques Soustelle est envoyé résident général en Algérie. Résident général en Algérie, voici la passivité à la population internationale du FLN, et Jacques Soustelle va nommer des personnes pour rencontrer les émissaires du FLN, officiels ou pas officiels, et en particulier un anthropologue de très grande valeur, qui ensuite sera très connu par ses engagements, Germaine Tillion. Donc Germaine Tillion va être un de ses contacts nommé par Jacques Soustelle. Mais très rapidement, Jacques Soustelle va refuser les contacts avec le FLN. Et il demande des renforts, qu'il obtient. Car ces renforts vont tenir les routes, les nœuds stratégiques, et il veut également mettre sur pied une politique d'intégration. Donc, pendant cette période, ce n'est pas la répression à tout va qui l'emporte, c'est une politique qui vise à intégrer l'Algérie dans, la France. Faire des Algériens des Français, avec le droit de citoyenneté. Seulement, le FLN veut l'indépendance. Et il va tout faire pour l'obtenir. Et en particulier, il y a ce que les historiens appellent l'insurrection du 20 août 1955. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans la région de Constantine, vous voyez où se trouve Constantine, nous sommes à l'est de l'Algérie, près de la frontière tunisienne, dans la région de Constantine, Philippeville, Guelma, il y a la présence de commandos FLN, et cette présence est relativement importante, et ces commandos FLN vont chauffer à blanc une partie de la population qui se trouve dans cette région, et il va y avoir une insurrection. Une insurrection, c'est un mot qui ne dit pas les choses clairement. Il va y avoir un massacre d'Européens dans cette zone, par
les populations locales qui sont encadrées par le FLN. Alors, Constantine, Philippeville, Guelma, ce sont les points où cette insurrection du 20 août 1955 a été la plus forte, et dans les endroits qui s'appellent El Alia, Ain Abid, dont nous sommes dans cette région de Constantine, et 123 Européens vont être assassinés, massacrés, dans des conditions qui sont parfois très horribles. Femmes, enfants, vieillards, etc. Alors, on va faire une grande mise en scène qui me rappelle, moi, quelque chose que nous avons connu, que vous avez connu, qui est le massacre de Timisoara. Sauf que Timisoara, il avait été mis en scène avec des morts qu'on était allé chercher à la morgue. Là, ce sont de vrais cadavres qui sont victimes de ce qui s'est passé dans ces deux villages, El Alia et Ain Abid. Donc voici les cadavres des personnes qui sont alignées, les enfants qui sont alignés. Voilà, on les montre à la population européenne. Voilà, une autre photo. Les photos ne sont pas de très bonne qualité, mais enfin on voit l'essentiel et on voit ce que les personnes qui ont fait cela, je veux dire, qui ont mis les cadavres ainsi, voulaient montrer. Donc l'ampleur des massacres qui ont eu lieu, 123 Européens ont été ainsi massacrés. Alors, bien sûr, la répression suit. C'est automatique. À partir du moment où il y a des Européens qui sont tués, il y a une répression qui est beaucoup plus forte, quantitativement, que que les victimes européennes. Alors, selon les sources françaises, je dis bien, il y aurait eu, je cite le vocabulaire utilisé par l'administration française, il y aurait eu 1273 rebelles abattus. Mais le FLN, par la suite, a fait une autre évaluation. Et il a parlé de 12 000 morts, victimes de la répression. Alors, bien entendu, la vérité, c'est pas 1273, c'est pas non plus 12 000. Bon, c'est entre les deux, mais je ne peux pas vous dire quel est le nombre exact de personnes qui ont été victimes de la répression. Quant à Soustelle, alors voici les obsèques de ces victimes. Alors imaginez l'émotion, imaginez les réactions de la foule, imaginez les pensées des uns et des autres, parfois les paroles échangées entre les uns et les autres. Et voici Jacques Soustelle. Jacques Soustelle qui était un libéral, qui était là pour faire des réformes, pour mener une politique d'intégration et qui totalement bascule. Il est profondément touché par ce qu'il voit et pour lui, c'est la répression à outrance qui doit être maintenant la priorité. La parole, pour lui, est aux armes. Donc, il se refuse à tout contact, à toute discussion et maintenant, il change totalement d'opinion et donc de politique. Sauf qu'il a été nommé parce que c'était un libéral. Alors, il est rappelé. Et voici l'écho d'Alger qui relate le départ de Jacques Soustelle. Sous les ovations de 100 000 personnes, les Algérois ont tenté de s'opposer au départ de M. Jacques Soustelle. C'est dans un char de combat qu'il a dû gagner, donc il a dû gagner le port pour quitter l'Algérie. Donc voici une photo avec la foule, en voici une autre où on voit Jacques Soustelle qui se trouve presque au premier plan et qui se dirige vers l'endroit où il doit aller pour quitter l'Algérie parce qu'il est rappelé en France, mais finalement il n'y parviendra pas ainsi et c'est sur un char, vous voyez, sur un char qu'il sera amené jusqu'au port et de là il quittera l'Algérie pour la France. Donc, il n'y a plus de résidence générale, il va falloir en nommer un autre. Nous en sommes là pour l'instant. Et tous les contacts sont rompus avec le FLN et le gouvernement considère que tout musulman est un rebelle. Ou en tout cas, tout musulman peut être un rebelle. Quant au gouvernement, sans ambiguïté, il dit que
l'Algérie, c'est la France. L'Algérie, c'est la France, et Ferhat Abbas, qui était pharmacien à Sétif, qui est un de ces évolués, qui est un modéré, se rallie au FLN. Quant à Camus, eh bien Camus parle dans l'Express de trêve du sang. Il faut faire une trêve du sang, car sinon il n'en sortira que une tragédie encore plus grande. Quant aux parachutistes, ils mènent la guérilla, et en particulier dans les Aurès, contre les troupes qui commencent à se former du FLN. Donc ce qui passe au premier plan, c'est la pacification. Pacification qui est un mot qui devient étrange parce que c'est un mot qui désigne la guerre en fait. À partir du moment où le FLN veut l'indépendance et ne veut pas entendre parler de pacification aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu l'indépendance, pacification veut dire je fais la guerre. Donc, la parole est aux armes. À Paris, que se passe-t-il? Eh bien, à Paris, les joutes à l'Assemblée sont dominées par l'opposition entre Edgar Faure et Pierre Mendès France. Et les discussions portent essentiellement sur la loi électorale. Il n'est pas encore question de voter, mais s'il y a des élections, quand il y aura des élections, il y aura des élections forcément, mais quand le moment sera venu de voter, est-ce qu'on va garder la même loi électorale de 1951 qui était la loi des apparentements? Et la majorité est affolée à la perspective de revoir ses électeurs. Les députés ont le sentiment d'un rejet profond par le pays des initiatives qu'ils prennent. Et en particulier, le grand problème, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie pour une raison très simple. C'est qu'à partir de maintenant, ce sont les enfants de chaque famille, les garçons de chaque famille, qui à leur majorité vont faire le service militaire en Algérie. Attention, en Algérie, il n'y a pas la guerre. Mais en Algérie, on fait son service militaire. On ne dira jamais, pendant cette période-là, qu'en Algérie, il y a une guerre. On ne le dira qu'en 1999. On reconnaîtra qu'il y a une guerre en Algérie, en 1999. Aujourd'hui, tous les historiens, bien entendu, parlent de guerre d'Algérie. Mais à l'époque, ce mot n'était pas utilisé. Or, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas avancer la date des élections? Est-ce qu'on peut laisser un gouvernement qui sera peut-être le dernier de la législature le soin de prendre des décisions qui engagent l'avenir? Or, il se trouve que le 29 novembre 1955, Edgar Faure est battu. Il perd la majorité. Il a 218 voix contre 318. Donc, il a un déficit de 100 voix. Mais à partir de ce moment-là, il y a un article de la Constitution qui prévoit que la dissolution est automatique si un gouvernement est renversé à la majorité absolue dans l'espace de 18 mois. Or, cela ne fait pas 18 mois qu'Edgar Faure est président du Conseil, puisque Pierre Mendès France avait été battu au cours d'un vote le 5 février 1955, et nous sommes en novembre 1955. Donc, l'article 51 joue, et le 2 décembre 1955, l'Assemblée nationale est dissoute. Il y aura donc des élections. Elles auront lieu dans un mois, c'est-à-dire un délai extrêmement court. Alors à ce moment-là, les leaders populaires, on les connaît, c'est Pinet, Antoine Pinet, qui représente la droite, c'est Pierre Mendès France, qui représente le Parti radical, mais qui représente plus que le Parti radical le mendésisme, Edgar Faure, qui est radical aussi, et qui ne songe qu'à revenir au pouvoir, et là-dessus, un trublion
Pierre Poujade, qui lance un mot d'ordre, appelé à un grand succès, 2 points, sortez les sortants. Donc, sortez-les, tous ces députés qui sont des sortants. Et les gouvernements ont le sentiment qu'il faut régler au plus vite l'affaire algérienne. Alors, on s'achemine vers ces fameuses élections dont j'ai parlé. Ferhat Abbas, donc, qui s'était rallié au FLN. Pierre Poujade, sortez les sortants. Donc, grand 3, les élections du 2 janvier 1956. C'est l'occasion de tirer les enseignements de ces élections. Alors, quels sont les résultats? Avant les résultats, voilà comment ça se passait, des couleurs d'affiches. Vous voyez, une affiche de la SFIO qui a été collée, grande réunion, candidature socialiste SFIO, etc. Et puis une autre affiche qui est en train d'être collée par cet homme qui fume la pipe, on fumait beaucoup la pipe à l'époque, et qui est une affiche, vous le voyez, du Parti républicain radical et radical socialiste. Oui, parce que le Parti radical, il n'est pas seulement radical. Il est radical et républicain, mais il est aussi radical socialiste. Et tout ça dans le même parti. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais enfin, eux s'y retrouvent parfaitement. Alors, ces élections, les voici. Vous avez le nombre d'inscrits, nombre d'exprimés. Vous voyez que le taux de participation a été élevé, près de 80%. Les abstentions, les blancs et les nuls, 20% donc. Et voici les résultats, par ordre décroissant. Le Parti communiste français, qui a traversé la guerre froide, arrive en tête avec 25%, près de 26% des voix. La SFIO, en seconde position, presque 16% des voix. Les radicaux, 14%. Le MRP, 11%. Vous savez qu'il a beaucoup baissé puisqu'à un certain moment, il était premier parti de France à la Libération. Les indépendants et modérés, 16,8%. Alors là, on passe à la droite, 16,8%. Les poujadistes, 11%. Et les gaullistes, bien qu'ils aient été, je dirais, abandonnés par De Gaulle, puisque le RPF cesse d'exister, 4,4%. De Gaulle est occupé à autre chose, il est occupé à rédiger ses mémoires de guerre. Alors voici les résultats. Alors maintenant, les cartes électorales, puisque le scrutin a lieu par département, et vous voyez à gauche les votes poujadistes, et vous constatez ce que je vous disais, c'est au sud d'une ligne qui va de Saint-Malo à Genève. Donc vous voyez des départements du sud en particulier, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Et le Vaucluse, tout en noir. C'est celui qui a le vote poujadiste le plus fort. Vous voyez que les Hautes-Pyrénées ne sont pas particulièrement poujadistes. Les élections du 2 janvier sur la carte de droite, l'évolution du pourcentage des suffrages favorables aux familles politiques rassemblées dans le Front républicain. Parce qu'il y a une grande alliance qui se constitue, les partis de gauche forment le Front républicain. La formule a été trouvée par Jean-Jacques Servan-Schreiber dans l'Express. Donc voici les partis qui sont dans le Front républicain. Et vous voyez que les Hautes-Pyrénées ont un fort pourcentage en faveur du Front républicain. Vous savez que les Hautes-Pyrénées, c'est un département qui votait volontiers radical à ce moment-là. Donc, vous voyez que c'est la France du Nord et la France, je dirais, de la vallée du Rhône, et également, qui votent en faveur du Front républicain. Alors maintenant, alors, ça c'est une carte séparée par rapport à celle-ci où elles sont opposées. Alors, l'une est l'inverse de l'autre. Regardez les Hautes-Pyrénées. Blanche pour les poujadistes, mais foncée pour le Front républicain. Vous regardez la Bretagne, c'est exactement la même chose. Regardez les départements du Nord, c'est exactement la même chose. Où on ne vote pas poujadiste, on vote plutôt pour le Front républicain. Alors voici le vote poujadiste, encore une fois, le voilà. Alors maintenant, d'autres cartes
les élections de la SFIO, l'élection législative, la SFIO, et le MRP. La SFIO accepte l'évolution vers l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. Le MRP est favorable à l'Empire, à l'Union française, comme on l'appelle officiellement. Et vous avez les pourcentages des uns et des autres. Si nous prenons par exemple les Pyrénées-Atlantiques, vous voyez que dans les Pyrénées-Atlantiques, on vote volontiers pour le MRP, parce que les Pyrénées-Atlantiques sont plutôt en faveur de la démocratie chrétienne, alors que on vote beaucoup moins pour la SFIO. On vote davantage pour la SFIO dans les Hautes-Pyrénées, mais on vote peu, ça paraît plus étonnant, pour le MRP dans les Hautes-Pyrénées. Vous voyez que la Bretagne vote pour le MRP, c'est le vote catholique surtout. Et puis certains départements, comme l'Alsace en particulier, et certains départements des Alpes. Alors voici les mêmes cartes, mais plus grand format. Voilà. Vous voyez que les bastions du socialisme, c'est certaines régions du Midi. Vous le voyez, hein, la Haute-Garonne, l'Ariège, ou les Pyrénées-Orientales également, l'Aude. Vous avez également les départements du Nord, grands bastions socialistes, et les bastions donc de la démocratie chrétienne, ben, vous les avez qui apparaissent nettement sur cette carte, et on voit l'Ouest, la Bretagne, surtout la Bretagne. Et puis certaines régions, bien entendu, de l'Alsace, pas certaines régions, toute l'Alsace, et certaines régions des Alpes. Bon, alors maintenant, faisons le point des diverses forces politiques. Alors, des diverses forces politiques, avec en particulier, d'abord, les résultats du Parti communiste français, qui arrive en tête, je vous le rappelle. Mais le Parti communiste français connaît, malgré ses très bons résultats, une période difficile. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il élimine, au cours d'affaires qui deviennent médiatiques, ceux qui sont issus de la résistance. Alors bon, Marty était issu, je dirais, des mutins de la mer Noire, et ensuite de son rôle pendant la guerre d'Espagne, où il dirigeait les brigades internationales. Il dirigeait, mais pas les armes à la main. Et Tillon, qui lui était le chef des FTPF. Donc ce sont des hommes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la résistance, et qui sont éliminés pour ne pas, je dirais, pour qu'ils ne se posent pas en concurrent de la direction officielle. La direction officielle qui est toujours assurée par Maurice Torres, qui est revenu du RSS où il avait soigné un cancer. Donc, l'affaire Marty-Tillon, Marty est exclu, Tillon l'est ensuite, plus tardivement, et est exclu également Auguste Lecoeur, qui avait été un dirigeant syndicaliste qui avait animé une grève pendant l'occupation allemande dans le Nord. Le Parti communiste français qui regroupe 160 000 adhérents, ce qui est tout à fait considérable. 38% de ces adhérents sont des ouvriers. Et le Parti communiste français est désorienté par la politique de détente. Pourquoi ? Parce que lorsque les représentants du Parti communiste français sont invités au 20e congrès en URSS en 1956, lorsqu'ils sont invités et que Khrouchtchev lit le rapport secret qui dénonce les crimes de Staline, eh bien, les représentants du Parti communiste français disent volontiers qu'il s'agit d'un rapport attribué donc, au camarade Khrouchtchev. Donc, ils mettent d'une certaine façon en doute cela. Donc, ils sont désorientés par la détente. Ils ne sont pas foncièrement favorables à ce rapport de Khrouchtchev. Ils développent également une idée qui est totalement fausse, et c'est Maurice Torres, qui revient du RSS,
qui n'a pas pris, je dirais, le pouls de ce qui se passe en France encore, et qui parle à propos de la classe ouvrière de paupérisation relative et absolue du prolétariat. Il y aurait donc une paupérisation absolue du prolétariat, ce qui est faux. Parce que, même s'il y a des inégalités, c'est évident, le prolétariat ne vit pas plus mal dans les années 50 qu'auparavant. Il y a une amélioration progressive. Et puis, il est également déstabilisé parce que c'est la détente, alors que je dirais son habitus, ce qui revient régulièrement dans ses mots d'ordre, c'était l'anti-américanisme et c'était l'hostilité au réarmement allemand. En revanche, comme il est un peu tourné vers le passé, il est favorable à un nouveau front populaire. Ce qui fait qu'il rêve un petit peu parce qu'il n'y aura pas de front populaire à ce moment-là. Quant à la SFIO, elle a 110 000 adhérents, ce qui n'est pas mal, mais ce sont des fonctionnaires et surtout des classes moyennes vieillissantes. Le recrutement se fait difficilement, il a tendance à se tarir parce que la SFIO s'appuie sur de faibles relais syndicaux et essentiellement force ouvrière. Les batailles qui ont lieu à l'intérieur de la SFIO sont arbitrées par le secrétaire général qui s'appelle Guy Mollet, qui n'a pas encore assuré le pouvoir. Et Guy Mollet, au cours de la campagne, s'est prononcé, je cite, « contre une guerre imbécile et sans issue ». Il y a ensuite le MRP. Le MRP qui est en déclin et un déclin encore plus prononcé que la SFIO. Ce sont des fonctionnaires qui sont adhérents au MRP, sont des professions libérales, ce sont des cadres et ce sont des sans-profession, surtout des femmes. Et certains d'entre eux sont attirés par cette nouvelle force qui apparaît en France et qu'on appelle le mendésisme. Mais d'autres sont Algérie française, parce que le MRP accuse Pierre Mendès France d'être un bradeur de l'Empire. Et puis il y a le RPF qui a pris congé en catimini, car De Gaulle, je vous l'ai dit, est occupé à rédiger ses mémoires de guerre, et il voyage à travers l'Union française. Et en septembre 1955, il met en sommeil le RPF, dont le RPF n'existe plus réellement dans la vie politique française. Et ceux qui sont gaullistes deviennent, je vous l'ai dit, des républicains sociaux. Et puis il y a les radicaux qui sont divisés. Les uns sont favorables à Pierre Mendès France, les autres à Edgar Faure. Donc, situation difficile à l'intérieur de ce parti. Et puis il y a la droite, le Centre national des indépendants et paysans. Oui, parce que les paysans sont très nombreux toujours en France. Alors, c'est un triumvirat avec Antoine Pinet, Joseph Laniel et Roger Duché. Roger Duché qui est le grand maître, je dirais, de la cuisine interne. C'est-à-dire, c'est lui qui gère l'appareil. Le Centre national des indépendants est largement financé par le CNPF et il est Algérie française. Et puis, il y a les poujadistes. Alors les poujadistes, ils sont contre tout le monde. Et ils le disent haut et fort. Ils disent, alors je cite, ils sont contre les bonzes de la SFIO, contre Mendès le liquidateur, contre les Judas du MRP, contre les asticots du gaullisme qui grouillent sur le cadavre, sous-entendu de la 4ème République, et tous ces contorsionnistes échappés du ballet classique. Ils sont anti-parlementaires, ils veulent une république propre, et ils prétendent défendre le citoyen contre les excès de l'État, mais lorsqu'ils prônent l'apolitisme, je dirais qu'ils réactivent des thèmes de la droite activiste, qui répugnent à populariser la xénophobie. Ils sont xénophobes, ils sont nationalistes, et ils sont, de façon virulente, pour l'Algérie française. Ils ne promettent rien,
sinon de se battre, je cite, contre les trusts apatrides et le gang des charognards. Alors évidemment, pour gouverner, c'est quand même très insuffisant. Alors, lorsqu'on regarde le résultat des élections, qui a gagné? Alors, l'état des grandes formations vient de le voir. Qui a gagné la formation du gouvernement? René Coty se tourne vers Pierre Mendès France, mais Pierre Mendès France lui fait remarquer que c'est Guy Mollet qui dirige un parti plus important que le sien, puisque les radicaux sont divisés. Alors, Guy Mollet forme le gouvernement, et Pierre Mendès France devient ministre d'État. Les voici. Donc René Coty au centre, à sa gauche Guy Mollet, à sa droite Pierre Mendès France. Et à l'arrière, le gouvernement. Vous constatez que ce sont toujours des hommes. À l'époque, seuls les hommes, très rarement les femmes, très rarement, participent au gouvernement. Là, en l'occurrence, ce sont tous des hommes. En tout cas, ce que l'on voit. Et de fait. Il s'agit également pour le gouvernement de remplacer Soustelle, qui a basculé dans la répression. Alors, le gouvernement désigne le général Catroux. Le général Catroux, c'est un militaire, bien entendu. C'est un homme qui est très sûr d'un point de vue républicain. C'est un républicain à tout craint. Et c'est un libéral. Donc, il est nommé en Algérie pour promouvoir des réformes. Retenons cela. Seulement voilà, voici Guy Mollet. Les choses ne se passeront pas comme on l'avait prévu. Parmi les ministres, il y en a un que je vous signale, c'est François Mitterrand, qui est ministre de la Justice, d'un poste très important, qui le mettra dans des situations très difficiles pendant cette période. Le Centre national des indépendants et paysans, donc nous l'avons déjà dit, Général Catroux. Le gouvernement est formé. Dans ce gouvernement, il y a Gaston Defferre, Alain Savary, François Mitterrand, nous le savons, qui n'émettront que de timides critiques au cours des conseils des ministres face à la politique suivie. Et cette politique suivie, écoutez, ce sera une volte-face de Guy Mollet. Il avait été nommé pour mettre fin à une guerre imbécile. Eh bien, il va faire une volte-face avec le triptyque cessez-le-feu, élection, négociation. Ce qui veut dire, il faut bien comprendre ce que veut dire cette formule. On ne peut pas négocier aussi longtemps qu'on n'a pas pacifié. Pacifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un cessez-le-feu. Ça veut dire que pour cesser le feu, puisque le FLN ne veut pas discuter, puisque le FLN veut l'indépendance, et que le gouvernement ne veut pas d'indépendance, donc ça ne peut se terminer que par la victoire d'un des deux camps. Donc le cessez-le-feu, c'est la victoire de l'armée française. Et lorsque l'Algérie sera pacifiée, il y aura des élections dans une situation pacifiée, de pacification. Ces élections permettront de choisir des représentants algériens qui discuteront avec le gouvernement français. Et à ce moment-là, s'ouvriront des négociations. Voilà le triptyque de Guy Mollet, et qui correspond, mais vraiment, à une volte-face. Ce qui vient en tête, c'est le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, ça veut dire d'abord la guerre. D'abord, on gagne la guerre. Une guerre qui ne dit pas son nom. Alors, comment cela va-t-il évoluer? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.